Alors, bonjour, merci à tous d'être venus. Je pense qu'il y a pas mal d'alumni, mais aussi pas mal de personnes. Je dois admettre les gens en même temps, donc voilà. Pas mal de personnes qui peut-être que ne connaissent pas Epitech Executive ou qui s'intéressent à nos formations. Donc, Epitech Executive est le pôle d'Executive Education d'Epitech. On propose des formations longues de type Executive MBA qui permettent à des professionnels d'accélérer leur carrière et de monter en compétences, surtout au niveau du management, du leadership. On propose aussi des formations qui garantissent une vision à 360 degrés de l'entreprise. Donc, deux IMBA sont proposés. L'un axé transformation numérique, donc pour les personnes qui ont vraiment un background business ou digital, et l'autre, management IT entrepreneuriat, surtout dédié à des personnes qui sont dans la tech, des entrepreneurs tech notamment. Ces IMBA sont accessibles au format blended avec un samedi en présentiel par mois ou au format full online pour les personnes qui n'habiteraient pas Paris ou qui n'habiteraient pas la France. Nos intervenants sont des intervenants qui ont une grande réussite au niveau de leur carrière, mais aussi qui ont suivi de longues études et qui sont aujourd'hui au stade de la transmission. On fait intervenir très couramment des personnes en masterclass qui ont une réussite professionnelle en cours. Des expériences fortes viennent jalonner l'Executive MBA, un stage de leadership organisé avec Saint-Cyr Formation qui allie acuité mentale, dépassement de soi et stratégie. Et des learning expeditions, une à deux fois par an, dans un écosystème innovant, Stockholm, Singapour, San Francisco, pour aller échanger avec des professionnels et entrepreneurs ou des institutions publiques aussi qui représentent un écosystème florissant. Du coaching de dirigeants est offert aussi aux apprenants des IMBA pour permettre aux apprenant de vraiment dépasser leurs croyances limitantes. On a 2 coachs qui sont connectés aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment expertes dans l'accompagnement de dirigeants et d'entrepreneurs. Donc nos apprenants, ils ont entre 35 et 45 ans, 5 à 7 ans d'expérience généralement, et on a 30 d'entrepreneurs. On organise plusieurs événements, des exécutifs boosters, des shares et des skills. Les boosters, on invite des personnalités qui représentent des innovations en cours. Donc, on a eu des représentants du métaverse, de la blockchain, IA. On organise aussi des exécutifs shares. Ce sont des alumni qui viennent et qui nous partagent leur parcours. On rentre dans la peau de dirigeants et on vit comment ils ont mené leur accélération professionnelle. Et des executive skills comme celui-ci, où des alumni vous partagent une compétence clé qui leur a permis d'accéder à des positions de management et de dirigeants. Agenda, si vous voulez avoir un petit avis des prochains événements et peut-être nous suivre sur LinkedIn pour vous tenir au jus. Donc, on a un executive booster avec Philippe Charlez en octobre, qui est un grand expert de l'énergie à l'Institut Sapien. On a un skills avec Alice Poisson qui est connectée ici aujourd'hui, qui va nous parler de quel changement d'état d'esprit opérer lorsqu'on devient entrepreneur. Donc, une grande thématique entrepreneuriale cette année, cette rentrée. On a un retour d'expérience avec un alumni de la promo 2014, la première, Laurent Soubrevilla, qui a suivi l'IMBA pour rassurer les investisseurs dans sa startup. Donc, comment ça s'est déroulé? Un share avec Jean-Marc Charles, qui est un ex-directeur business unit de Blablacar, donc passer d'exécutant à partenaire, comment co-construire avec l'exécutif. Et en décembre, on a un Executive Talks, un nouveau genre d'événement. C'est une table ronde avec plusieurs alumni pour vous parler des enjeux de dirigeants et de la réalité de ce métier. Et ce sont 3 alumni à nous qui sont dirigeants et qui ont longtemps exercé ce métier.
Si vous voulez nous contacter, vous pouvez me contacter à moi, Antoine Marc aussi, qui est responsable des admissions, qui est connecté aujourd'hui à cet événement. Et il y a aussi Guillaume Bardèche, qui est le directeur d'Epitech Executive. Je vais laisser la parole à Joseph, qui va vous parler du multi-entrepreneuriat et comment faire de ses échecs sa force pour finalement réussir et réaliser ses objectifs. Merci beaucoup de votre écoute. Voilà. Merci Laura. Alors, je partage mon écran pour commencer. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, super. Donc, encore une fois, bonjour à tout le monde et merci de nous avoir rejoints. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Joseph Bedminster. J'ai 30 ans, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le développement logiciel et l'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé assez tôt. C'était vraiment une composante de mon ADN, donc j'ai commencé dès que j'étais étudiant. Donc j'ai fait un parcours 100%, quasiment 100% chez Ionis, donc un diplôme d'architecture logicielle avec un Epitech en 2015, une spécialisation à Oxford et ensuite du coup l'executive MBA promo 2022. Et je peux faire une petite parenthèse sur le executive MBA, pourquoi j'ai choisi de le rejoindre à ce moment de ma carrière. Donc j'entreprenais depuis déjà un peu plus de 7 ans avec des hauts, des bas. Donc, je vais parler aussi un peu de débat dans cette présentation. Et même si j'avais l'impression d'apprendre et de me servir toujours voilà, de mes échecs et de mes apprentissages pour aller toujours un peu plus loin et un peu plus haut dans les différentes startups et les différents projets que je lançais, j'avais quand même l'impression qu'il me manquait quelques clés à force d'apprendre sur le tas et d'apprendre à la va-vite. J'avais quand même l'impression qu'il me manquait quelques codes et quelques apprentissages théoriques, pour citer que, je dirais, en RH, en finance et en management, puisque ça, c'est quand même quelque chose qui s'apprend et qui se pratique. Et donc, j'ai rejoint l'exécutif MBA d'Epitech et je pense avoir trouvé ce que j'étais venu chercher à ce moment-là. Et donc, depuis, je me suis relancé dans l'entrepreneuriat de nouveau et je dois dire que ça se passe beaucoup mieux. Donc, je vais en parler un petit peu. Hop. Donc, mes différentes aventures entrepreneuriales. Donc, j'ai commencé par une première entreprise en RH Tech, donc une solution pour le recrutement des 18-25 sur les réseaux sociaux, donc une entreprise qui s'appelle Bonanza. Donc, j'ai créé quand j'étais étudiant, assez jeune, avec trois autres cofondateurs. Donc, vous allez voir sur la présentation, je vous ai mis à chaque fois des petits checks verts si c'est une aventure que je considère comme successful ou une croix rouge si au contraire ça a été un plantage total. Et je vais vous expliquer pour les plantages pourquoi c'était des plantages phénoménaux. Donc sur cette première expérience, même s'il y a eu pas mal de bas, je peux pas rester très longtemps, j'ai laissé la main à mes cofondateurs assez rapidement. Il y a eu quand même beaucoup de hauts puisque c'est une entreprise qui existe toujours, qui est toujours en activité. Donc en 2024, ça fait presque 8-9 ans et qui est devenu maintenant le leader sur son marché. Donc j'étais à l'initiative de ce projet, j'ai développé la première couche technologique. Et donc vraiment ce que j'ai adoré dans cette conception, dans ce lancement de projet, ça a été de trouver un marché, un créneau sur lequel il y avait vraiment une carte à jouer avec une solution technologique et pour lesquels du coup les acteurs étaient assez vieillissants et comprenaient assez mal finalement les codes de la nouvelle génération. Et donc c'est vraiment l'aventure qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait me rendre compte que définitivement c'était fait pour moi, il fallait que j'aille un peu plus loin. Donc quelques années plus tard, j'ai lancé ma deuxième aventure entrepreneuriale d'Anil, qui était une start-up spécialisée en intelligence artificielle. Donc, si je devais vous faire le pitch, c'était une intelligence artificielle qui était capable d'analyser, de détecter les fake news, donc, les fausses informations sur certains réseaux spécialisés, donc principalement en finance. C'était assez incroyable puisque sur cette seconde entreprise, j'étais donc le seul maître à bord, j'étais vraiment le seul fondateur. Donc j'étais vraiment à la fois au four et au moulin. Et ça a été vraiment incroyable puisque en moins d'un mois, j'ai levé 2,5 millions d'euros. Ça a été très très vite. J'ai dû composer une équipe vraiment très rapidement. Donc on est monté à plus d'une vingtaine de collaborateurs un peu partout en Europe. Et très rapidement, c'est là où je me suis rendu compte de mes propres limites. Ok, je savais développer, ok, je savais concevoir et créer des produits. C'était donc la partie un peu facile pour moi étant développeur. Mais devoir gérer du coup les finances, une équipe de plus de 20 personnes un peu éclatée en Europe, devoir se confronter aussi aux problématiques réglementaires à l'époque sur la verticale que je ciblais, tout en devant être finalement responsable et garant
la pérennité de l'entreprise, hein, donc trouver des clients et faire en sorte que son entreprise soit pérenne. Et ben, c'était un sacré challenge, pour pas dire un enfer, à bien des égards. Donc déjà sur le plan professionnel, hein, il faut donc, comme je le disais, euh, être au four et au moulin. Il faut quand on est entrepreneur et fondateur, il faut vraiment gérer un millier de problèmes à la minute et c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Donc il y a un gros travail à la fois sur le plan professionnel, donc je parle vraiment d'investissement en temps, aussi d'investissement en termes financiers. Et il y a aussi un impact sur évidemment la vie personnelle, puisque c'est des projets assez gargantuesques comme ça qui prennent un temps phénoménal et donc vous vous en doutez, ils ont un impact sur la vie personnelle. Donc ça a été une aventure vraiment incroyable, mais un plantage phénoménal en fait. Si je devais lister toutes les erreurs qu'on ne doit pas commettre quand on entreprend, je pense que je les ai faites sur cette entreprise. J'en parlerai peut-être un petit peu après. Si je devais en citer quelques-unes, je me suis entouré, j'ai collaboré avec d'autres personnes très très tard, j'ai eu du mal à déléguer. Gestion des finances, ça a été une catastrophe. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver finalement un product market fit, donc vraiment essayer de trouver son public par rapport à sa proposition de valeur, par rapport donc au produit qu'on essaie de lancer sur le marché. Et donc c'est un plantage, mais ça m'a quand même permis de lancer une entreprise dans un secteur assez connexe finalement, donc une legal tech un an après et qui a beaucoup mieux marché, puisqu'en fait, on a réussi à créer un produit en moins de 6 mois, le commercialiser très rapidement. Là, j'ai vraiment eu l'impression d'apprendre du coup des échecs de l'expérience précédente. J'ai su tout de suite et assez intuitivement, du coup, de manière assez inconsciente, ce qu'il fallait plus reproduire. Donc, j'ai su tout de suite qu'il fallait mieux m'entourer, mieux déléguer. Donc, on a rapidement trouvé d'autres cofondateurs. On a sorti le produit beaucoup plus rapidement que sur la première expérience. On a trouvé rapidement notre marché et du coup, je me suis confronté à d'autres problématiques, mais qui étaient vraiment pas les mêmes. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression, c'est tout l'objet en fait de la discussion d'aujourd'hui. J'ai vraiment eu l'impression que les échecs m'avaient appris beaucoup et m'avaient permis d'aller plus loin. Et là où je pensais justement tenir la bonne la recette miracle, la bonne recette pour entreprendre et lancer des produits en fait, le futur m'a montré que c'était clairement pas une science exacte, puisque j'ai lancé une autre entreprise spécialisée dans les télécommunications un an plus tard, qui n'a pas du tout marché. J'ai pas trouvé mon marché, j'ai pas réussi à développer la bonne solution, c'était vraiment instable. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai fait bien d'autres erreurs. J'ai créé ensuite d'autres, alors je dirais side projects, c'est pas vraiment des entreprises, c'est pas des startups en tant que telles, vu que je m'étais beaucoup moins entouré, j'ai voulu lancer des projets assez rapidement. J'en parlerai tout à l'heure à la manière un peu des indie hackers, donc des solo entrepreneurs, de voir très rapidement si en un laps de temps très court, il y avait une opportunité sur un marché. Et ça n'a pas du tout marché. Et ça a été donc la période un peu concomitante avec mon executive MBA. Donc c'était aussi le moyen pour moi de test and learn, hein, de tester ce que j'apprenais en théorie directement en pratique. Donc ça a été bon, assez challengeant, mais c'était assez riche en apprentissage finalement, puisque à chaque apprentissage théorique, donc management par exemple, j'essaie de le mettre en pratique sur mes expériences sur le terrain. Et donc de manière plus récente, j'ai créé Shareable, donc qui est une entreprise spécialisée dans les logiciels pour les investisseurs, donc les fonds d'investissement et les business angels. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux, puisque encore une fois, donc les apprentissages cumulés de toutes les expériences précédentes tant en termes d'organisation personnelle, d'organisation professionnelle, de savoir s'entourer, de savoir collaborer, de savoir déléguer, de savoir gérer les finances, trouver les finances, euh, créer des produits, lancer des produits. Donc tout ça commençait vraiment à se mettre en place comme un puzzle dans ma tête. Et ça a été du coup, pour le coup, vraiment une expérience à la fois plaisante, beaucoup plus satisfaisante que les expériences précédentes, mais successful, puisque du coup, c'est un produit qui est lancé, qui fonctionne, qui marche bien dont je suis assez fier. Et donc, du coup, j'aurais quelques tips à vous partager juste après. Que vous dire? Qu'est-ce que la vie d'entrepreneur? Je sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'assemblée aujourd'hui, mais alors c'est un monde merveilleux, mais qui est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour les personnes, les profils qui sont assez curieux, autonomes, entrepreneurs, c'est un peu facile à dire, mais qui essaient vraiment d'innover, de chercher des solutions, qui veulent se confronter à la réalité d'un marché, parfois aussi de chercher, de trouver leurs limites et de les repousser. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage professionnel qui comparent l'entrepreneuriat au sport. Alors, je suis pas un grand sportif,
mais il y a effectivement des similitudes dans le dépassement de soi, dans aussi le partage, l'aventure en fait qu'on vit au quotidien, et donc avec les gens avec lesquels on vit. Euh, il y a pas mal de choses à dire sur l'entrepreneuriat. Donc, en ce moment, on entend parler de beaucoup de choses. Donc, il y a les multi-entrepreneurs, les repeat entrepreneurs, les first-time founders. Il y a beaucoup de termes et beaucoup de définitions. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était plutôt une constatation. J'ai remarqué une légère tendance en ce moment, au-delà du strass et des paillettes qu'on peut voir sur LinkedIn, où on a l'impression que tout le monde réussit, tout le monde lève des fonds, que c'est super simple et qu'il faut juste faire une étude de marché et qu'en fait on va gagner des millions. Il y a quand même j'ai l'impression que la parole se libère un peu plus. On arrive à une génération d'entrepreneurs qui est un peu plus mature, avec des ressources qui sont beaucoup plus accessibles. On ose un peu plus partager sur sa réussite, mais aussi un peu plus ses échecs. Euh, et donc, j'ai quand même le sentiment, c'est mon constat, que on sait un peu plus à quoi s'attendre quand on démarre en tant qu'entrepreneur et que l'échec est un peu plus accepté. Vous me le direz après en commentaire, hein. Mais j'ai quand même le sentiment que voilà, on est un peu plus libre de partager ses échecs là où on s'est planté et c'est quand même assez plaisant en France de voir qu'on arrive à un écosystème beaucoup plus mature sur ces questions-là. Euh, une chose que je voulais vous partager avant de parler ou de faire un retour d'expérience et parler des échecs. Euh, j'ai deux personnes que je suis pardon, sur Twitter qui sont assez représentatives de mon point d'aujourd'hui. Donc, il y a ce monsieur Levels Peter Levels, qui est un Américain, euh, qui a lancé un certain nombre de projets ces dernières années. Donc, là, on voit la liste de ses tweets. Il a lancé en tout 70 projets de mémoire, ces 5 dernières années. Et ben en fait, il s'est planté. Il s'est planté 95% du temps. Donc, c'était parfois des projets qui ont duré une semaine, 2 semaines, juste le temps de s'assurer qu'il n'y avait pas marché ou qu'il n'y en avait pas. Et parfois, du coup, des projets qui ont vraiment marché et qui ont perduré et qu'il a réussi à développer au fil du temps. Mais du coup, cet aveu de transparence, un peu cette, euh, cette timeline de tous ces projets qu'il a lancés m'ont fait me rendre compte, même si c'est une réalité que je connaissais, je trouve ça assez sympa de la partager avec vous, m'ont fait me rendre compte qu'effectivement, les overnight success, ils arrivent souvent avec beaucoup de travail, souvent dans la durée. Donc, quand on regarde son compte aujourd'hui, qu'on regarde un peu ses publications, on voit les chiffres affolants. Le mec, on voit ici, hein, il fait sur chacune de ses boîtes, il fait 60 000 euros de MRR, donc de revenus récurrents mensuels sur 4 boîtes en même temps. C'est assez faramineux, mais en fait, voilà, faut pas oublier que derrière, il y a souvent beaucoup de travail, beaucoup de test and learn, beaucoup d'échecs. Et c'est souvent de ces échecs qu'en fait, on améliore les produits suivants. Et même chose pour Marc Lou, qui est un Français de mémoire, qui a partagé ce post la dernière fois que je trouve assez représentatif. Donc ça, c'est une map, c'est une représentation GitHub donc, de tous les envois de code qu'il a fait, donc tous les produits qu'il a créés. Donc quand c'est en gris, c'est qu'il n'a pas, alors, c'est pas qu'il n'a pas travaillé, mais c'est qu'il n'a pas envoyé de code. Et quand c'est en vert, donc plus c'est vert foncé, plus il a envoyé de code. Et en fait, je trouve ça assez sympa puisque dans la durée, donc de 2015 à 2022, et je me représente je comprends assez ce qu'il a voulu dire avec cette capture d'écran. Au début, il croyait qu'il était Mark Zuckerberg, que ça allait être super simple et qu'il allait gagner des millions, un peu comme tous les entrepreneurs quand ils démarrent. Il a créé sa première startup, ensuite plus rien. Ensuite, il a réussi à lever des fonds, mais rapidement, on se rend compte que même s'il y a eu un engouement au départ, ça s'est assez vite tari. Ensuite, il a commencé à faire un peu d'argent. Donc, on voit, on est déjà 3 ans après son démarrage, hein. Il a commencé à faire un peu d'argent. Ok, super. Il a créé notre startup qu'il a jamais lancée. Là, on voit donc des phases un peu plus sombres de la vie d'entrepreneur, hein. Donc dépression et souvent on se remet en question et on doute. Ensuite, il a recommencé, donc plutôt tout seul. Donc, Indie Hacking, c'est plutôt la manière dont se lancer tout seul et de tester assez rapidement sur le marché ses idées. Et là, on se rend compte que voilà, 2022, il a créé 10 startups, donc en startup, 10 projets plutôt, et qu'il les teste assez rapidement. Donc le gars, il a créé en 1 ou 2 semaines des petits projets, il les teste sur le marché. Si ça marche bien, on voit la liste ici de ses projets actuels. Si ça marche bien, il les continue. Si ça marche pas, il les jette rapidement à la poubelle. Et c'est un enseignement que j'aime assez, puisque c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes voyages aux États-Unis. J'étais assez étonné de voir du coup que la philosophie Lean Startup, c'est vraiment cette philosophie de tester, itérer et rapidement pivoter ou jeter à la poubelle si ça marche pas et conserver uniquement, donc vraiment si et seulement si on sent qu'il y a une traction très forte et qu'il y a vraiment un coup à jouer, sinon ça sert à rien. Euh, et c'est quelque chose dans lequel du coup je me suis toujours assez identifié, quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. Être capable de créer rapidement des projets, d'identifier une opportunité, c'est
c'est assez compliqué. Néanmoins, même si on teste qu'un projet, c'est quelque chose qu'on peut quand même appliquer dans une seule startup, vraiment une chose à la fois. Quand on entreprend une fois, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans les difficultés du quotidien et donc, du coup essayer de rapidement corriger, itérer sur les difficultés qu'on va rencontrer. Et c'est vraiment l'enseignement du jour, j'ai envie de vous dire. Hop. Ici, donc échouer, c'est pas couler. Échouer, c'est plutôt apprendre dans l'entrepreneuriat. Alors certes, si on entreprend aux côtés de personnes qui ont déjà tous les codes, qui savent déjà faire, ou qu'on entreprend, enfin, qu'on a déjà une expérience passée, moi je vois certains des profils que je côtoie dans mon réseau qui ont déjà travaillé en tant qu'employé dans des grosses scale-up, donc dans des grosses startups qui ont réussi. C'est, c'est forcément riche en apprentissage. On a tout de suite les codes des choses qui marchent. Mais entreprendre par soi-même, faire ses propres essais, c'est souvent apprendre beaucoup plus vite et apprendre à sa manière, en fait. C'est souvent savoir faire preuve de résilience, savoir se réadapter et faire preuve d'agilité assez souvent. Donc, c'est finalement des soft skills qu'il faut apprendre par soi-même. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'en France, et de manière générale, de toute façon dans le monde, on voit dans la presse se rend assez compte dans les statistiques, donc les statistiques sont pas assez, sont pas très fiables sur le sujet, mais on entend souvent des chiffres comme 70, 80, 90% des startups à 1, 2, 3 ans, en fait, se plantent. Et en fait, je pense qu'il faut pas avoir honte du coup, de se planter. Faut essayer de garder la tête froide et de se remettre en question. C'est plutôt ça qui est important dans l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, il y a 1000 manières de couler sa startup. On peut mal s'associer, on peut, des fois, on n'est pas au bon endroit au bon moment, un mauvais timing sur le produit. Parfois, il n'y a pas de marché pour ce qu'on essaie de lancer. Parfois, le marché, au contraire, est beaucoup trop concurrentiel, c'est trop dur de se faire une place. Parfois, on manque de fonds. Parfois, on ne trouve pas donc son public ou du coup, on n'arrive pas à lancer correctement son produit. Donc, il y a vraiment 1000 manières de se planter. Mais voilà, mon sentiment, mon partage d'expérience aujourd'hui, au travers voilà, de mon parcours, c'est plutôt de vous dire, c'est pas hyper grave d'échouer. L'important, c'est vraiment de se prendre des murs et de comprendre pourquoi on se les est pris. J'ai quelques exemples en tête. Donc sur la première expérience entrepreneuriale que j'ai eue, je vous la remets ici, donc Bonanza. Donc je vous disais qu'on s'est lancé à quatre cofondateurs. J'étais assez jeune. Et en fait, on s'est pris plusieurs murs, dont deux assez phénoménaux. Déjà, dans l'association, on a eu des gros problèmes de communication. C'est quelque chose qui va revenir assez souvent, hein. Je crois que les chiffres de mémoire, c'est un quart des startups se plantent parce que il y a des conflits entre fondateurs ou une mauvaise communication entre fondateurs. Ça, je l'ai vécu et ça m'a en fait pas mal servi, puisque du coup, de ces conflits et de ce manque de communication et de transparence entre associés, j'ai rapidement développé les compétences nécessaires. Et de toute façon, même en l'ayant vécu, c'est quelque chose que je voulais plus reproduire. Donc, j'ai réussi à mettre en place en fait, des mécaniques et des processus au sein de mes entreprises suivantes pour être à chaque fois le plus transparent possible, autant avec mes associés qu'avec mes employés. Il y a aussi des cas où c'était assez compliqué avec les employés quand on manquait de cash, quand on était à deux doigts de couler. Bah, il a fallu développer des skills en fait de communication et bah, du coup ça s'apparente aussi du management, mais c'est quelque chose qui m'a été assez utile. Donc le fait de m'être planté à ce moment-là. On a eu aussi des gros problèmes de financement. Donc, dès le début, on s'est lancé, on était tous étudiants. C'était super, mais en fait, on n'était pas payé, on n'avait pas de fonds. Donc, rapidement, pour se dire, il faut que je passe un an pour développer un produit, ça va être assez compliqué. Et donc, encore une fois, le fait de m'être mangé ce mur voilà, du manque de financement, de courir après l'argent et de me rendre compte de ce que c'est que lever des fonds, bah, c'est un apprentissage en fait que j'aurais pas eu autrement. C'est quelque chose qu'on peut pas retrouver dans la théorie. Vraiment le vivre pour comprendre, ok, il nous faut des fonds pour faire ça. C'est pas que de la théorie, c'est pas juste des chiffres sur un BP. Et pour faire ça, en fait, il faut que j'aille chercher cet argent de telle manière. Et en fait, aller chercher l'argent de telle manière, bah, c'est la galère. Mais du coup, en apprenant, on comprend un peu mieux comment le monde du financement fonctionne, comment le monde des startups fonctionne. Et donc, encore une fois, bah, de ces gros murs que je me suis pris sur cette première expérience, ça m'a vraiment été super utile sur les expériences suivantes. Et le deuxième enseignement, du coup, que j'ai en tête, le deuxième exemple, donc c'est sur cette entreprise, sur Danil, la deuxième. Quand je vous ai dit que je me suis pris tous les murs possibles, toutes les erreurs à ne pas commettre, je les ai commises sur cette boîte, c'est vrai. J'ai l'exemple le plus flagrant, c'était sur le lancement du produit qu'on a voulu faire. Donc on a levé plein d'argent, on a recruté des chercheurs, des développeurs, on a travaillé avec Facebook, les labs Facebook sur la détection de fake news, on a fait tous les concours en vogue du moment, on a eu tous les prix du moment, on était dans Madines, dans la presse, c'était super. En fait, on n'avait pas de chiffre d'affaires. Toi, une startup, alors même si on a un peu d'argent, on a un matelas de
de sécurité, bah, c'est rapidement problématique puisque bah, en fait, on s'est pas vraiment heurté à la réalité. On s'est reposé à ce moment-là sur les fonds qu'on avait réussi à lever et on n'a jamais vraiment eu d'urgence de devoir chercher des clients, devoir vendre. Et du coup, bah, on a fait un paquet d'erreurs. Donc, on n'avait pas de directeur commercial. On avait une stratégie, de toute façon, de go-to-market, donc d'aller chercher nos clients et d'essayer de, de, de confronter notre produit et notre technologie au marché qui était complètement à la ramasse, on a passé quasiment, je sais plus, entre 8 et 10 mois à développer un produit juste sur la base de nos intuitions, sur la base de ce qu'on pensait que le marché voulait, que nos utilisateurs voudraient. Et en fait, quand on a lancé le produit, on s'est complètement planté. On a fait un événement de lancement. Il y a 3 personnes qui sont venues à l'événement de lancement. Et en fait, c'est là où on se rend compte, c'est là où on se prend des murs, on se dit, ben non, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que ça, c'est pas juste s'amuser, lever des fonds et être avec ses copains. C'est aussi, en fait, il faut communiquer, il faut fédérer une communauté, il faut parler à ses utilisateurs. Et donc, en fait, c'est autant de choses que je savais pas et que de toute façon, j'ai pas retrouvé dans la théorie, et que j'ai compris et que j'ai intégré avec la pratique. Donc, événement de lancement, on a passé 10 mois à créer un produit que nous on trouve super, hein. Mais personne le télécharge, c'était une application mobile à l'époque. Et du coup, gros mur, donc il faut rapidement se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi on s'est planté. Et ça, c'est dur, hein. Là, je le dis avec beaucoup de recul et beaucoup d'humilité, mais ça, c'est dur, hein. Au début, on se dit, bah non, mais en fait, les utilisateurs, ils comprennent rien, le marché, il est pas prêt, on est trop tôt sur le secteur. Et en fait, non, il fallait vraiment, à ce moment-là, essayer de se remettre en question, de comprendre pourquoi on s'était planté. Et, euh, et en fait, bah, voilà, comme je l'ai dit, il nous fallait un directeur commercial, il nous fallait une vraie stratégie. On a rapidement pivoté et créé un autre produit en moins de 2 semaines en allant parler à des utilisateurs. Donc, en fait, les utilisateurs qu'on ciblait à la base n'étaient pas du tout ceux qui étaient prêts à payer pour notre solution. C'était plutôt les grands groupes et du coup, plutôt un produit en B2B. Donc, rapidement, il a fallu, par rapport à la technologie qu'on avait, pivoter et sortir un produit qui correspondait à ce public. Bon, plein d'apprentissage, ça a été super, mais je me suis quand même vautré. Donc, j'ai continué à faire plein d'erreurs. Et du coup, cette boîte, je l'ai coulée. Mais voilà, au final, avec le recul, je me rends compte que si je m'étais pas vautré de cette manière-là et si j'avais pas rencontré toutes les problématiques que j'ai rencontrées, je pense que je serais un moins bon entrepreneur aujourd'hui, puisque j'avancerais, je pense, à l'aveuglette, sans vraiment savoir quelles sont les prochaines étapes, à quoi il faut que je fasse attention quand je vais créer cette entreprise. Là, sur tel contrat, sur tel pack d'actionnaires, il faut que je sois vigilant. Là, il faut que je recrute tout de suite un directeur commercial. Là, dès le premier jour, il faut que j'arrive à fédérer une communauté, que je lance, enfin, que je parle de mon produit et que j'aille parler à mes utilisateurs avant même d'avoir mon produit finalement, avant de le développer. Et c'est quelque chose qui a été super utile là, pour ma dernière expérience, hein, chez Rebel, puisque donc je me suis associé avec Megan Segan, une avocate en droit des affaires à Paris qui s'occupe vraiment que des levées de fonds et des startups. Et on est parti à la base sur un logiciel pour les avocats. On s'est dit, oh, les avocats, ils ont du mal à dialoguer avec leurs clients. On va faire une legal tech, un CRM pour les avocats. Et là où avant, si j'avais pas eu tous mes échecs, où je m'étais pas rendu compte voilà, comment il faut vraiment réfléchir et penser un produit, comment il faudra le lancer plus tard sur le marché, et là je me serais vautré, puisque rapidement en fait j'ai fait tout ce que j'avais pas fait précédemment. J'ai été parler à des avocats, j'ai essayé de leur vendre le produit qu'on n'avait pas encore, hein. Quels sont vos problèmes, comment vous gérez vos dossiers, euh, combien vous serez prêt à payer pour ce genre de solution, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment un problème, pardon, est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ce genre d'outil. Et en fait, en 2, 3 semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment pas besoin ou qu'ils étaient déjà pardon, équipés avec des technologies qui étaient un peu vieillissantes, mais qui répondaient en fait assez bien à leurs besoins. Et en fait, j'ai gagné un an. J'ai gagné un an si je m'étais lancé tête baissée, ingénieur que je suis, à vouloir tout de suite à faire le produit, je me serais vautré. Et du coup, rapidement, on a pivoté. Ok, c'est pas les avocats qui veulent ce genre de solution. Peut-être les entreprises. Donc, on a été parler à des entreprises, à des startups, à des scale-up, à des TPE. Est-ce que les TPE et les startups qu'on vise, elles ont ce besoin de produits? Donc, à la base, on essayait de développer une virtual data room, donc un espèce d'espace collaboratif sur lequel on pourrait échanger des documents sécurisés quand on est donc plus un avocat, mais une entreprise. Pareil, on a mis voilà, 1 mois, 2 mois à faire, je crois qu'on a fait plus d'une centaine d'interviews de fondateurs, de PDG de TPE et de PME en France. Et en fait, le truc qui revenait tout le temps, c'est votre truc, c'est sympa, c'est un nice to have,
mais c'est vraiment pas un must-have. J'ai pas un besoin critique. C'est pas moi qui irai vous chercher pour ce genre de solution. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on veut, hein, quand on cherche à lancer un produit et avoir une traction très forte dès le départ. Et du coup, rapidement, on a de nouveau pas pivoté parce qu'on n'avait pas développé grand-chose, mais on s'est de nouveau remis en question et on a essayé du coup de changer notre fusil d'épaule et de chercher notre cible. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé rapidement à l'espace de quelques mois d'une super étude de marché, d'un super BP pour les avocats, à un produit qui avait rien à voir quelques mois plus tard, qui était plutôt à destination des investisseurs. Et pour le coup, là, il y avait une vraie demande, un vrai besoin, pas encore d'outils, une concurrence qui était assez intéressante, un marché qui était en croissance. Et là, voilà, c'est là où on s'est rendu compte que toutes les planètes commençaient vraiment à s'aligner. Et donc, encore une fois, si j'avais pas eu toutes ces clés à ce moment-là pour comprendre tout ça et agir de cette manière-là, ben, je pense que j'aurais encore planté une boîte. Mais du coup, j'ai plutôt bien appris de mes erreurs sur Shareable. Alors déjà, avant de passer à la suite, puisque du coup, la suite, c'est plutôt axé sur les tips, les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer, que j'aimerais vous partager. Déjà sur les échecs et sur ce que je viens de vous partager, est-ce que vous avez des questions? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire? Oui, bonjour. Si vous me permettez, juste une petite parenthèse très rapide, hein. Tout d'abord, je suis Najil Amrani, hein. Je suis banquier d'affaires et du coup, j'ai énormément apprécié votre intervention. Vous m'entendez bien? Oui. 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 Ah, d'accord. Donc, je disais, désolé, je n'ai pas mis la caméra parce que j'ai un souci avec, je suis sur mon téléphone et du coup, j'ai un souci avec. Donc, je disais juste que je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport au fait qu'il faut créer un produit ou proposer un produit ou un service qui répond à un vrai besoin parce que la plupart des fois, et ça je parle d'expérience, ayant développé un produit, c'était un MMORPG que j'ai essayé ensuite de commercialiser mais qui répondait pas du tout aux besoins du marché. Donc j'avais passé avec mon équipe plusieurs mois à développer cette application qui ensuite, lorsqu'on l'a mise sur le marché, bah, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de clients qui étaient preneurs. Et donc ça, c'est un sujet qui revient très souvent et que vous avez mentionné. Et ça, c'est dû à plusieurs raisons, hein. C'est tout d'abord, c'est parce que on projette notre vision sur les gens et sur les clients, alors que c'est pas du tout le cas. Il faut d'abord, même si on fait une étude de marché, même si on va chercher des informations ici et là, il faut vraiment aller parler aux gens, voir vraiment si parler aux entreprises et voir s'il y a ce besoin existe vraiment ou pas. Il y a un autre problème auquel on n'a pas fait attention, c'est que lorsqu'on échange avec des entreprises ou autres, que ces derniers nous disent oui, on a besoin de ce produit ou de ce service et que si aujourd'hui vous le proposez, on serait preneur, il y a une différence entre ce qu'ils disent et la réalité. Parce que ça, c'est quelque chose à laquelle on s'est confronté, c'est que on a refait notre produit, donc voilà, et on est revenu voir ces personnes qui étaient au début partantes et qui, à la fin, nous ont dit, bah, désolé, mais en fin de compte, on a changé d'avis. Donc, euh, tout cela, c'est pour dire que il faut faire très attention à la clientèle à laquelle on s'adresse et aussi parce que aussi, il y a un autre problème que j'ai pas cité, c'est que il faut pas vouloir dès le premier jour proposer un produit ou un service qui est parfait. Chose à laquelle on s'est confronté aussi, c'est que on a proposé un produit ou un service qui était trop perfectionné et du coup le client ne se retrouvait même plus. Au tout début, ça devait être intuitif, très rapide, facile à utiliser. On s'est amusé à ajouter plusieurs plugins, plusieurs euh, propositions, plusieurs choses, et on s'est perdu dans le chemin. Donc, c'est juste pour voilà rebondir un peu sur ce que vous avez dit et que c'est tout à fait vrai. Voilà. Merci. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, en plus, ça rejoint le point d'Antoine dans le chat qui demandait, dans cette démarche de rechercher les besoins du marché, est-ce que l'on parle d'une forme de produit minimum viable, donc MVP, ou est-ce que c'est une étape précédente? Euh,
voilà, j'ai envie de revenir un peu en arrière. Du coup, je pense que 50% du temps où je me suis planté, c'était à cause du coup de tout ce que tu viens de citer et de cette, ce momentum en fait de savoir quand est-ce qu'il faut se lancer et avec quoi il faut se lancer. Le plus important, le truc qu'on n'apprend pas en fait quand on fait de la théorie sur l'entrepreneuriat, sur le fait de lancer son business, c'est ça, c'est vraiment est-ce que ce que j'ai en tête, est-ce que malgré mon étude de marché et mon intuition, est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens seront prêts à payer? Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier assez vite, assez rapidement. Donc au-delà des interviews que vous pouvez faire auprès de votre public cible, donc tu l'as dit en plus, hein, souvent, on a des retours, ouais, ça va être super, moi ça m'intéresse, je le prendrai. En fait, un client qui n'a pas encore payé, c'est pas vraiment un client et c'est pas vraiment un argument assez solide pour se lancer. Donc c'est pour ça que ce que j'ai appris hein, vraiment d'expérience, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il faut pas voilà, se cantonner à ses intuitions, même à des études de marché. Il faut vraiment aller parler à des utilisateurs très vite, essayer de vendre quelque chose très vite. Donc, par exemple, sur Kblock de mémoire, on n'avait pas encore commencé à développer un produit qu'on a été voir plusieurs cabinets d'experts comptables. Et je dirais pas au bluff, mais du moins un peu en mode est-ce que vous auriez besoin de ce genre de solution? On essayait de leur vendre rapidement quelque chose qu'on n'avait pas encore développé, mais qu'on essayait de créer. Donc, bon, je vous passe le pitch, mais c'était une solution vraiment pour digitaliser les actions des sociétés. Euh, donc, quel actionnaire détient combien d'actions dans une entreprise? Et donc, en fait, rapidement, on s'est rendu compte que, ouais, il y avait un problème. Ils avaient des registres papier, ils devaient écrire au stylo bille sur un classeur vraiment qui conservait dans leurs locaux. Le classeur, il coûtait, je sais plus, 19 euros, donc il fallait l'acheter pour tous les clients. C'était papier, donc quand ils devaient l'envoyer à leurs clients, c'était galère, il fallait le prendre en photo, le scanner, enfin, c'était un enfer. Et donc déjà, bah, très vite, on s'est rendu compte que oui, il y avait un vrai besoin et un vrai enjeu. C'est pas juste nous, on avait l'impression qu'on pouvait faire quelque chose avec la technologie. Là, on avait vraiment le retour du client. Et quand on lui a dit, bah, OK, combien vous seriez prêt à payer? Est-ce que vous êtes prêt à me signer un bon de commande tout de suite? Bah, quand ils nous ont dit, bah oui, effectivement, je vous signe un bon de commande tout de suite, à combien vous me le faites? On dit au pipeau, après les prix vont changer, c'est pas grave. Le but, c'est de savoir si le client il est prêt à payer, ok, bah 500 euros par mois pour tant de clients, ok, pourquoi pas, on y va. On signe le bon de commande. Et donc voilà, après, on a été assez transparent dans la démarche. On a dit, écoutez, on pourra avoir une solution dans tant de mois, je sais plus, c'était 2, 3, 4 mois, et on revient vers vous. Et en fait, là, c'est des marqueurs qui sont intéressants. C'est ça que vous devez aller chercher. C'est vraiment l'apprentissage, j'ai envie de dire, maître de tout mon cursus. C'est faut arrêter de se lancer tête baissée et de croire que le marché vous attend et que à partir du moment où vous allez avoir votre solution, tout va se débloquer. C'est vraiment l'inverse. Il faut être assez proactif et assez vigilant. Il y a une autre question. Quand vous dites qu'il faut parler au marché, comment vous y prenez-vous? Comment sondage, sans spécialiser? Bah, tous les trois. Donc, ce que je viens de dire, hein, il faut, donc déjà, partant du postulat initial que vous avez, identifier qui sera votre persona, donc qui sera votre client cible, allez lui parler. En fait, ça a l'air compliqué et en fait, c'est pas si dur que ça. On peut y aller au culot sur LinkedIn. Moi, je me suis déplacé vraiment. J'ai été à la porte en face, à voir toquer à des cabinets d'avocats et des cabinets d'experts comptables dans certains cas. Salon spécialisé, ça marche super bien. Les gens, ils sont assez ouverts pour vous parler. Et en fait, quand vous les faites parler de leurs problèmes, ça marche très bien. Parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est qu'on arrive à leurs problèmes et que tout soit plus simple. Donc oui, sondage, commande d'un sondage, non pas commande d'un sondage, c'est assez coûteux et assez chronophage. Donc plutôt au culot, téléphone, LinkedIn. Comment on fait pour décrocher sans entretien persona en 2 mois? Bah, on était trois et on avait tous dans nos réseaux suffisamment de chefs d'entreprise, entrepreneurs pour en prendre 30 chacun. Donc ça va être assez vite. Après, je te dis pas de faire des interviews de 3 heures ou d'aller déjeuner avec chacun des intervenants, mais il y a certains, on a fait quelques allers-retours de mails, juste sur des questions qu'on voulait éclaircir, ce qu'on essayait de creuser. Est-ce que vraiment il y a un besoin sur ce truc-là? Et parfois, c'était des entretiens téléphoniques de 15 minutes à 1 heure en fonction de la disponibilité. Mais ça se fait. Ça se fait et en fait, c'est 2 mois que tu gagnes 1000 fois et que tu rentabiliseras en fait. Faut vraiment faire cet exercice. Et oui, tout à fait, on engage des clients potentiels très rapidement. Bah, c'est ce qu'on a fait nous avec les cabinets d'experts comptables. Très rapidement, en fait, on avait des clients avant même d'avoir la solution. Tout à fait. Bah, du coup, ça nous fait une transition parfaite sur les choses que j'aurais voulu savoir avant de me lancer, les quelques tips que je voudrais vous partager en allez, 15-20 minutes sur les quelques problématiques, les quelques questions qu'on avait du coup évoquées sur la présentation de ce webinaire. Donc, comment on trouve la bonne idée,
comment on sait qu'on a un produit qui est à peu près en face de son marché, donc quand est-ce qu'on a un produit market fit et comment on fait pour lever des fonds. Enfin, trois grosses questions que je vais essayer de- d'éclaircir. Comment on trouve la bonne idée? Ça, c'est souvent la question que me posent des étudiants et des primo-entrepreneurs. En fait, la réponse, elle est assez simple. Le but, c'est pas de chercher une idée révolutionnaire à Steve Jobs et de disrupter un marché quand on lance sa première entreprise, surtout quand on lance sa première entreprise. Le but du jeu, c'est surtout de faire déjà quelque chose qu'on aime. C'est primordial. Parce qu'en fait, vous allez passer entre 2 semaines, si vous vous rendez compte que ça marche pas, que vous abandonnez, jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans de votre vie. Et l'entrepreneuriat, c'est pas du 9-17 d'un travail d'employé, hein. C'est souvent 10 heures par jour, le week-end, sacrifier des vacances. Donc, il faut vraiment faire quelque chose que vous aimez, dans un secteur d'activité que vous aimez. Si vous êtes très voiture, essayez de faire quelque chose dans l'automobile. Si vous êtes très développement logiciel, vous pouvez faire un SaaS. Si vous adorez la mode, plutôt, c'est un peu bateau ce que je dis, mais il faut vraiment essayer de trouver déjà ce qu'on aime et son secteur d'expertise. Vous avez, tous, autant qu'on est, on a vraiment un champ de compétences, un champ d'expertise euh, qui fait qu'on peut être rapidement une référence, ou du moins qu'on peut avoir une vision assez claire, précise voilà, de la tendance du marché sur ce secteur ou cette industrie. C'est exactement là où il faut aller. C'est assez compliqué d'aller. Si moi aujourd'hui je me lance dans le jeu vidéo ou dans je sais pas, du tech for good ou dans du e-commerce, franchement je serais mauvais et ce serait assez, même si ça me fait envie, ce serait en fait assez contre-productif puisque déjà je serais pas une pointure en la matière. Il faudrait que j'apprenne tous les codes et toute la théorie, que j'emmagasine un grand nombre d'informations sur ce secteur d'activité que j'ai pas. Et donc, c'est autant de temps perdu. Donc, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on maîtrise. Ce qui marche assez bien, c'est de bosser déjà au préalable dans une ou plusieurs startups, soit de ce secteur, soit qui sont assez réputées, qui fonctionnent en tout cas, pour essayer, donc, comme je le disais en introduction, essayer de comprendre et de voir ce qui fonctionne bien, comment ça s'organise, c'est quoi le vrai monde des startups, ça marche bien. Et quand on parle d'idées, donc encore une fois, ne pas essayer de réinventer la roue, de révolutionner des trucs qui n'ont pas besoin d'être révolutionnés. Parfois, il faut juste faire un truc très bien, mais juste un peu mieux que les autres. Et en fait, souvent, si vous regardez les startups qui marchent bien, je prends à tout hasard, je sais pas, Conto Payfit, qui parleront sûrement à la majorité d'entre vous, c'est pas des trucs révolutionnaires, c'est juste des trucs qui étaient chiants à faire avant. La paye et avoir un compte en banque quand on est une toute petite entreprise ou qu'on démarre, donc avoir un compte en banque quand on est une startup, des trucs qui étaient faisables, mais qui étaient en fait laborieux et chronophages et complexes. En fait, voilà, juste en utilisant son savoir-faire dans son champ de compétences, dans un secteur d'activité qu'on maîtrise très bien, on peut faire un truc qui est vraiment mieux que les autres, qui est vraiment différenciant. Euh, donc la personne qui a posé la question tout à l'heure l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément faire 1000 trucs et faire une usine à gaz qui propose, qui fait à la fois du café, qui fait aussi service de location de jet ski et qui fait aussi un autre truc à côté. Il faut vraiment faire un truc super bien. Donc, ouvrir un compte en banque, ok, ça je vais le faire super bien. Ou éditer une fiche de paye, en fait, c'est super galère, je vais le faire juste super bien. Et rapidement, en fait, essayer de trouver des clients. Et à partir de là, vous allez devenir en 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans un truc beaucoup plus gros. Mais vraiment, le truc qu'oublient souvent les entrepreneurs, que ce soit leur première entreprise ou qu'ils entreprennent pour la millième fois, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je vais savoir super bien faire, qu'est-ce que je peux faire beaucoup mieux que les autres. Donc là, il y a des exemples, hein. Un moteur de Go, c'est quoi? C'est un moteur de recherche. Donc, pourtant, il y a déjà Google. Vous me direz, mais tu as Google en face, comment tu vas faire? En fait, ou comme Quentin à l'époque en France, comment tu vas faire? En fait, moi, je vais faire la même chose, mais différemment. Je vais le faire un peu mieux parce que moi, ma verticale et mon approche, que ce soit marketing ou fondamental, est un peu différente. Ce sera un moteur de recherche, mais en fait, qui ne vole pas tes données, ou un moteur de recherche, mais qui est plutôt bon pour l'environnement, ou qui est assez transparent. Voilà, il y a toujours un petit différenciant, un modifier qui fait que là, ok, vous tenez quelque chose et c'est faisable. Si j'avais un tip à vous donner vraiment sur le démarrage d'une startup et comment trouver son idée, c'est vraiment ça. En deux, comment on sait qu'on tient quelque chose, comment on prouve et on sait qu'on a un product market fit. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très facile et très tentant, surtout quand vous avez un profil ingénieur dans l'équipe, de démarrer vraiment tête baissée, et de faire un produit et de perdre en fait des mois et des mois. La tentation, elle est très grande aussi de créer un MVP. On a souvent envie de se dire quand on a ce genre de profil dans l'équipe, allez, on fait juste un petit MVP, on fait juste un petit produit très facile et très simple en très peu de temps.
attention, il faut vraiment mettre des limites et cadrer le MVP et être certain que ça prendra effectivement qu'un mois à faire, qu'il y a vraiment qu'une fonctionnalité et que c'est vraiment indispensable pour tester ce qu'on veut tester sur le marché, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en faisant les interviews ou des questionnaires ou en allant parler à des gens. Donc, moi, je suis pour le MVP, évidemment, en tant qu'ingénieur, je le fais tout le temps, mais ça nécessite une rigueur et un self-control, j'ai envie de dire, de ne pas dépasser, assez important. Et comment on sait qu'on a un product market fit? Comment on sait qu'il faut déjà pas pivoter? On va faire dans l'autre sens. Comment on sait qu'il faut pivoter quand on n'a pas de traction? Quand on est tout le temps en train de push, d'essayer de vendre sa solution, de l'expliquer, ça fait ça, oui, mais ça fait aussi ça, mais ça fait ça, en fait, super bien parce que et que derrière, soit les utilisateurs ils comprennent pas, soit ils vous répondent que c'est qu'un nice to have ou que c'est pas une priorité ou que non, c'est vraiment pas ce qu'ils recherchent. Ça, c'est du coup autant de red flags, autant de signaux qui vous font dire qu'il faut se remettre en question et pivoter. Et alors, attention, il y a pivoter, pivoter. Parfois, c'est juste des pivots sur la manière de présenter son produit. On peut avoir avec le même produit 20 manières différentes de le marketer. Le marketing, je l'ai appris très récemment. C'est vraiment une science à part entière, surtout dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, il y a le petit pivot, qui est juste le pivot de message, de comment on va être perçu. Est-ce qu'il faut juste se contenter? Souvent, le parti pris des entrepreneurs, c'est d'attaquer une niche. Euh, Moi, je vais faire un CRM, mais juste pour les entrepreneurs. Je vais faire un CRM, mais juste pour, je sais pas, les garagistes ou juste pour les docteurs. Ah, tiens, ça a marché, c'est Doctolib. Donc, c'est toujours essayer de faire quelque chose, mais sur une petite niche, avec un axe vraiment différenciant sur un petit aspect et voir si ça marche. Et en fait, il faut pivoter jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose où c'est plus vous qui allez démarcher les gens, c'est les gens qui viennent vous voir en vous disant ah, je sais que tu fais ça et il me le faut absolument. Et quand vous avez ce genre de signaux, c'est pas quelque chose qui va se quantifier vraiment en termes de chiffre d'affaires ou de nombre d'abonnés sur LinkedIn. C'est plutôt vraiment quand vous passez du push au pull, quand c'est vraiment vous arrêtez d'aller démarcher avec vraiment avec bon, j'ai une expression vulgaire en tête, mais on va plutôt dire quand vous arrêtez de ramer et que c'est plutôt les gens qui viennent vous voir. Là, il faut arrêter de pivoter. Du coup, là, vous tenez quelque chose. C'est vraiment comme ça qu'on sait qu'on a un product market fit. Et donc là, il y a un tableau assez cool que j'ai vu passer sur les réseaux cette semaine qui vous montre un peu certaines grosses boîtes assez connues. Qu'est-ce qu'on peut prendre que tout le monde va connaître, bah, Slack ou Miro par exemple. Il leur a fallu à partir du moment de la création. Hop, on est là. 4 ans après, ils avaient, bon, Slack, un live product, 4 ans, c'est très long. Bon, 3 ans, un live product qui tient la route. Et seulement 5 ans après, le premier customer. Et du coup, là, ils se rendent compte, c'est Figma. On est un peu plus haut. Donc là, Slack, il est là. Donc c'est super long, en fait. Entre le moment où on va créer l'entreprise avec son intuition, son postulat de départ, on va parler à des utilisateurs, on va créer un premier truc. Et le moment où finalement on se rend compte que ouais, là, on tient vraiment quelque chose qui est différenciant, les gens viennent nous chercher, qu'on a une traction de fou, et qu'en fait, on passe on multiplie le nombre d'utilisateurs par 10 toutes les semaines, et ben, il s'écoule souvent une temporalité, un nombre d'années qui est assez conséquent et c'est assez décourageant. Pour être complètement transparent et honnête avec vous, c'est super, c'est vraiment l'étape la plus décourageante. Il faut être assez résilient et assez fort euh, sur cette période de test. En fait, c'est là où on est en plein dans le test and learn. On va tout le temps créer, avoir un postulat, tester l'idée, essayer de le vendre. Est-ce que ça vend? Oui. Est-ce que ça vend assez bien? Oui ou non? Et si ça vend bien, on continue. Si ça vend pas bien, il faut modifier quelques petits trucs. Et c'est vraiment le challenge de l'entrepreneur, des fondateurs sur les 12-18 premiers mois, c'est vraiment celui-là. Donc, j'ai pas d'autre conseil que faut itérer, il faut se remettre en question et il faut parler à ses utilisateurs très souvent. Et vu qu'on leur passe très vite, j'enchaîne sur le dernier point, les derniers tips sur comment on fait pour trouver des investisseurs et lever des fonds, puisqu'en plus c'est la thématique que je commence à bien maîtriser avec Shareable, donc en côtoyant les business angels et les fonds d'investissement. Il y a un super livre blanc qui est paru, qui a été édité par Crunchbase la semaine dernière, qui est The Ultimate Guide to Raise Capital for a Startup. Il est super. Il vulgarise vraiment à la fois le langage et la manière de lever des fonds, un peu les tips. Donc, que vous soyez au tout début en seed ou que vous soyez vraiment sur un chiffre d'affaires déjà conséquent, des plus grosses opérations dans une entrée en bourse, il y a vraiment tous les conseils. Voilà, 3 petits slides que j'ai pris, qui étaient assez parlantes, qui décrivent assez bien les différents types d'investisseurs euh, pour, euh, pour vous amener en fait sur les conseils que je veux vous donner. Quand vous démarrez une startup, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Évidemment, il va vous falloir des fonds, puisque souvent vous n'avez pas de fonds, il va falloir payer soit des développeurs, soit des commerciaux, soit faire du marketing, soit acheter du stock, louer des locaux.
Donc rapidement, la question de financement va se poser et il faut que vous sachiez que lever des fonds, c'est pas une finalité, c'est pas une obligation non plus. Pas mal de startups, et d'ailleurs c'est un mouvement que je vois donc de plus en plus, c'était les deux entrepreneurs que je vous ai montrés sur Twitter un peu plus haut. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs maintenant qui se lancent et donc, qui se décrivent comme solo entrepreneur, indie hacker, enfin des entrepreneurs qui veulent pas forcément lever des fonds, qui veulent juste soit avec bon, l'argent qu'ils ont de côté, soit les mécanismes d'aide au retour à l'emploi qu'on a la chance d'avoir en France, prendre du temps pour essayer de tester rapidement des idées et essayer de maximiser dessus, mais sans lever des fonds. Vraiment en essayant de faire un business tout de suite qui est rentable. Quelque chose qui diffère un peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les startups. Souvent, on entend il faut lever des fonds, c'est pas grave si c'était pas rentable, ce sera rentable plus tard. En fait, l'écosystème et la conjecture économique, on va dire, actuelle, font que, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais c'est beaucoup plus dur de lever des fonds. Maintenant, on attend des entrepreneurs et des startups qu'ils aient des modèles d'affaires périns, qui fassent de l'argent, qui soient rentables. Donc déjà, avant, c'était, j'ai envie de dire, pas une nécessité, mais quelque chose d'assez sensé de vouloir faire une entreprise qui est rentable. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2023, c'est encore plus vrai. Euh, donc, il faut savoir déjà, premier point, que lever des fonds, c'est pas une obligation. Il y a plein d'autres, enfin, de plein d'autres manières. On n'est pas obligé de lever des fonds, soit on peut lever de la dette, soit on peut effectivement plutôt essayer d'entreprendre seul jusqu'à ce que ça fonctionne suffisamment pour essayer de se poser d'autres questions. Si toutefois il vous faut absolument lever des fonds parce qu'il vous faut acheter un stock ou payer un développeur pendant 2 ans, c'est des choses qui arrivent, alors il faut que vous sachiez un peu, faut que vous compreniez un petit peu déjà plusieurs choses, les différentes étapes, euh, les différentes ouais, les étapes de vie en fait de la startup, de son démarrage jusqu'à des stades un peu plus élevés, et les différentes personnes à qui il faut s'adresser. Donc si je devais le synthétiser vraiment de manière très rapide, quand vous démarrez, il faut que vous commenciez par des business angels. La tentation, elle est assez grande d'aller voir tout de suite des fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui vont se dire spécialisés en précide, amorçage, démarrage, qui mettent des tout petits tickets, ça existe. Mais c'est un processus qui est super long, il faut être super engagé, c'est super chronophage. Il faut avoir des codes qui sont assez complexes à avoir. Donc si c'est votre première entreprise, d'autant plus, c'est quelque chose d'assez compliqué. Maintenant, il y a plein de ressources sur Internet pour apprendre, pour être accompagné. C'est assez intéressant, mais voilà, je déconseille plutôt les VC hein, de prime abord et pour des entreprises assez jeunes, il faut plutôt aller voir donc, soit les business angels que vous pouvez trouver sur LinkedIn, les contacter directement. Il faut aussi trouver en fait les business angels qui sont actifs dans votre secteur d'activité. Si vous faites de l'intelligence artificielle, essayez de voir qui sont les investisseurs qui sont assez actifs sur la place. Si vous faites du e-commerce, il y a moult entrepreneurs en France qui ont réussi et qui investissent maintenant dans les entreprises. Donc, il faut soit sur LinkedIn, soit sur Internet, où vous pouvez trouver facilement sur AngelList, où il y a même des listes un peu publiques qui tournent euh, de business angels qui seront intéressés par votre projet. Soit faire de la love money, donc du friends and family, comme on l'appelle. C'est aussi de lever des fonds auprès de votre propre réseau. Donc, ça peut être votre réseau professionnel proche. Moi, j'ai vu des boîtes qui ont réussi à lever de l'argent avec, tiens, c'est mon ex-patron, lui, c'était mon ex-associé, lui, c'est mon collègue. Plus on met un peu d'argent, nous, et donc l'argent que j'avais de côté, plus un peu d'argent que ma famille a, pas des gros tickets, hein, ça va être 2 000, 5 000, 10 000 euros chacun. Mais mis bout à bout, vous allez avoir un peu le financement initial bon, ça dépend de votre besoin, de 50 à allez, 100, 200. Bon, parfois, il y en a qui auront un peu plus d'argent, donc 300 000 euros. Mais voilà, si vous devez absolument lever des fonds et que vous êtes une jeune entreprise, à moins d'être un entrepreneur, un repeat entrepreneur qui a vraiment réussi et qui a vendu sa boîte plusieurs millions, auquel cas vous avez déjà de toute façon un peu de fonds, ce qui n'est pas le cas, je pense, de tout le monde ici. C'est plutôt de la levée de fonds auprès donc Friends and Family et Business Angel. Les fonds d'investissement, d'autant plus, comme je le disais, ils sont dans une phase où ils vont rechercher des boîtes qui sont déjà un peu plus matures, qui sont dans des secteurs d'activité qui sont en pleine explosion. Donc IA, Web3, c'est des trucs qui vont à peu près être intéressants parce qu'ils pourront faire des multiples intéressants, mais ça va être assez compliqué. Et si je devais terminer, je cherchais en fait à vous faire une liste de genre les top 10 conseils que je pourrais vous donner euh, quand on lève des fonds. Et en fait, Nicolas Weyman, donc le CEO et fondateur de Bubble Maps, qui vient de lever 3 millions d'euros, c'était cette semaine. Donc une startup blockchain en plus, donc c'est assez intéressant, c'est assez disruptif. Il a fait un super listing donc des top 10 conseils à faire quand on lève des fonds. Donc je m'en inspire et je le cite avec grand plaisir.
Donc très rapidement, lever des fonds, ce que je viens de dire, hein, c'est un choix, c'est pas une obligation. Le marché il est très difficile, donc il va falloir sortir du lot. Autant avec votre produit, votre positionnement, la manière dont vous voulez attaquer votre marché, il faut trouver quelque chose qui fait que vous n'êtes pas le énième Uber, vous êtes le Uber qui va faire un truc vraiment mieux que les autres et qui a compris quelque chose sur le marché que les autres n'ont pas compris et qui va se produire sur 5-10 ans. Et donc vous avez votre carte à jouer. L'école contact est une perte de temps avec les VC, leurs emails publics sont saturés, ça c'est vrai, il faut préférer plutôt d'utiliser votre réseau, demander des intros. Donc le réseau, du coup, c'est vraiment le truc primordial, hein, c'est de maximiser des intros auprès des VC. C'est à peu près aussi vrai pour les business angels, quoi, qui sont un peu plus ouverts, qui reçoivent quand même beaucoup moins de dossiers. Faites en sorte que les VC vous contactent. Donc le CEO de Bubble Maps, donc il disait, et ça va avec le point 5 d'ailleurs, qu'ils ont fait pas mal de concours. Donc, ils ont gagné un concours et ils ont fait une présentation dans 700 startups qu'ils ont gagné. Ça, je mets en warning. Oui, ça marche. Donc, c'est bien quand les VC vous contactent, qui viennent vous chercher parce que vous êtes visible, parce que vous êtes un peu dans la presse, parce que vous avez rejoint tel incubateur. C'est un peu vrai. Euh, c'est intéressant. Attention à pas y passer trop de temps et à pas faire en sorte que sa startup ce soit une usine à prix, une usine à aller démarcher des accélérateurs et des incubateurs. Faut pas perdre de vue l'essentiel. Donc, le point de toute mon intervention, hein, trouver des clients et vendre avant tout. Parce que rapidement, on peut tomber un peu dans la caricature de la startup qui gagne plein de prix, mais qui vend pas beaucoup. Donc, oui, c'est un bon moyen de rencontrer des VC, ces 2 points. Mais attention. Le revenu n'est pas le seul marqueur de traction. Ça, c'est très intéressant. Ça va intéresser les entrepreneurs qui ont des boîtes très early. Souvent, quand on va lever des fonds, on a un peu peur parce qu'on se dit, mais attends, mais je fais pas encore de chiffre d'affaires, d'autant plus si on n'a pas encore de produit. Comment je peux vraiment intéresser un business angel ou comment je peux convaincre des gens d'investir dans la boîte si j'ai même pas encore de clients? Et ben, c'est intéressant. Ils ont réussi à séduire les VC parce qu'ils avaient de mémoire 100 000 utilisateurs sur l'application. Et alors qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de chiffres. Mais du coup, le fait de voir que tous les mois, ils rentraient des milliers d'utilisateurs sans forcément dépenser beaucoup d'argent en marketing, bah ça, c'est un truc qui a retenu l'attention des investisseurs. La crypto est un jeu d'attention. Ça, je le mettrais dans un gros point communauté et communication. Quand vous démarrez, il faut vraiment un maximum communiquer, essayer de se créer très rapidement une communauté. Donc, ça peut être sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, si c'est le canal qui est plus adapté à votre business. Mais rapidement, même si c'est 10, 20, 30, 50 personnes qui vous suivent et qui lisent un peu vos contenus, ça va être primordial puisque ça va être potentiellement vos premiers clients. Mais ça va vous permettre de vous donner une image de la notoriété, en tout cas sur le secteur que vous ciblez. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent quand on est entrepreneur. Euh, Franchement, moi, la com avant, ça me saoulait, j'ai l'impression que c'était une perte de temps. En fait, avec Shareable, par exemple, on a lancé un podcast fin d'année scolaire dernière, donc en mai-juin, pour interviewer des entrepreneurs, des fonds d'investissement, communiquer auprès de notre cible, en fait, que sont les investisseurs, les business angels et du coup, de manière un peu connexe, euh, les boîtes dans lesquelles ils investissent, donc les startups. Et en fait, ça a super bien marché. C'était un petit investissement de temps, mais qui était assez important, puisque rapidement, on a été vu et on a été reconnu dans l'écosystème. Rapidement, les gens nous disaient, ah oui, vous avez le podcast, vous interviewez les entrepreneurs et les startups, les fonds d'investissement. Là, j'ai appris plein de choses, c'était super. Et donc, on gagnait en légitimité. Et gagner en légitimité et se faire une base de plus en plus importante. Au début, c'était pas beaucoup. On avait 10 écoutes sur les épisodes, c'était vraiment rien. Je le dis avec toute transparence et en toute humilité. Mais petit à petit, le fait d'être vu, reconnu dans son secteur, de montrer qu'on existe, mais vraiment d'être identifié, et ben, ça a une valeur super importante, surtout quand on est mort. Ça, c'est un truc que je mettais assez souvent de côté, c'était une grosse erreur. Face à un VC, pensez comme un financier, en plus d'être passionné. Ouais, bon, ok, ça c'est avoir un BP assez sexy. Maintenez la flamme, un roadshow peut s'étendre sur 6 mois. Oui, lever des fonds, c'est super long, donc il faut envoyer des signaux positifs assez souvent. Et convaincre les investisseurs n'est que la moitié du travail. Puis ensuite, la phase délicate de la négociation, ça c'est un autre sujet. Je pense que on a vu assez de points pour parler des points du pacte d'actionnaires. Du coup, je vois qu'il y a Renaud qui a posé une question dans le chat, donc je vous propose là, de passer aux questions-réponses à la limite sur du coup tout ce qu'on vient de voir. Donc, on avait comment trouver la bonne idée, comment trouver le product market fit et savoir quand il faut pivoter ou abandonner, et comment lever des fonds. Bah, je commence par celle-là. Du coup, qu'est-ce que t'as apporté le cursus exécutif MBA Epitech dans ton aventure entrepreneuriale actuelle?
Donc c'est une bonne question. Donc comme je le disais quand je me suis présenté, je cherchais avant tout pas mal de théories au final sur le management. Il y avait pas mal de choses que j'ai appris vraiment sur le tas et j'avais pas certains codes. Donc vraiment apprendre à beaucoup mieux structurer. J'étais venu chercher ça, apprendre à structurer son management, comment ça s'organise, comment ça se prépare en amont. Est-ce qu'il y a des choses vraiment à mettre sur papier? Est-ce qu'il y a est-ce que je veux communiquer de telle manière, avoir une organisation de telle ou telle manière dans ma startup, même si on n'est que 2, 3, 4, 5. En fait, c'est assez crucial. J'étais venu chercher ça et je l'ai trouvé. La finance. Alors, le fun fact, j'ai envoyé, je pense, dans ma carrière avant le MBA, peut-être une centaine de mails avec un business plan sur toutes mes boîtes. Et ben, avec le recul, et après les cours en finance dans l'executive MBA, et je suis aussi un peu celui, donc le module entrepreneuriat qui permet de faire un vrai BP. Avec le recul, j'ai envoyé des docs qui étaient mais, des non-sens absolus. J'ai honte avec le recul, si enfin, j'en ai rouvert deux, trois. C'était n'importe quoi, en fait, j'avais pas les codes. Il y a des choses que je pensais avoir compris, incorporées, qui me semblaient un peu logiques dans la modélisation de mon business, qui étaient complètement déconnants, en fait, avec le recul. Donc ça, c'était un point que j'étais venu chercher aussi vraiment de la vraie théorie en finance que j'ai eu. Un petit peu en RH aussi, quelques apprentissages assez intéressants. Et après, il y a pas mal de soft skills aussi que j'étais pas forcément venu chercher, mais que j'ai eu le plaisir de développer pendant le MBA. Pour répondre à ta question. Il y a une main levée. Pardon, je t'écoute. Oui, oui, c'est moi. Je vais poser la question que tu as dû sauter tout à l'heure quand je l'ai posée dans le chat. Donc, Pardon, dis-moi. c'est lié avec, c'est lié au pivot. Donc, déjà, juste merci hein, pour le partage, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui justifie le changement de boîte plutôt que le pivot dans la même boîte? Est-ce que c'est la marque, l'image, les associés, les statuts? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé à chaque fois de boîte? Est-ce que tu les as crachés, vraiment crachés, c'est-à-dire faillite, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres drivers derrière ça? Parfois, c'est les boîtes qui ont marché, donc que j'ai revendu. Donc ça, c'est le cas où ça se passe bien, mais c'est pas la norme, on va dire, c'est plutôt l'exception. Euh, alors, quand ça se passe mal, qu'est-ce qui fait qu'on pivote, qu'on change complètement de boîte? Alors déjà, dans la boîte, il y a plein de choses qui font qu'on pivote, donc qu'on change de produit, de message, de client, donc de cible aussi, ça je l'ai dit, ça arrive très souvent. Donc ça, on va dire que c'est les bons pivots, c'est les pivots qui font qu'on recherche vraiment le product market fit et qu'on cherche à s'améliorer et à vendre toujours plus. Il y a les mauvais pivots, donc qu'est-ce qui font qu'on change de boîte ou de marque ou d'associé? Déjà, j'ai eu des conflits entre associés sur au moins deux boîtes. Ça aide pas mal. Ça aide pas mal puisque ça fait partie des facteurs qui font que une aventure entrepreneuriale, elle peut pas bien se vivre et surtout bien se vivre dans la durée. Donc déjà, ça peut être un moteur assez important pour changer quitter l'aventure et du coup changer de boîte, se lancer dans autre chose. Parfois, j'ai dû changer de marque. Ça m'est arrivé sur la boîte là, dans les télécommunications parce que c'était un peu lié au marketing et au message, mais aussi à la cible. Donc parfois, il faut pivoter et changer complètement le nom de l'entreprise et la marque. Ça m'est arrivé. Et, euh, et voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ok. J'ai envie de te Merci. dire que ça dépend vraiment des cas en fait. Hein. C'est quand ça se passe bien, c'est super. Tu fais de micro pivots dans ton entreprise. Quand ça se passe mal, soit ça se passe pas trop mal et auquel cas tu peux apporter les changements, donc que ce soit toi-même ou que ce soit avec tes collaborateurs ou avec le produit pour que ça s'améliore. Et soit des fois ça se passe vraiment pas bien et c'est souvent des conflits entre associés. Parfois c'est juste t'as pas trouvé ton marché et tu craches complètement là-bas. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé sur Tanil. Parfois c'est des choses qui arrivent. Tu arrêtes pas l'aventure parce que t'en as marre. Parfois, tu arrêtes l'aventure parce que t'as jamais trouvé ton marché. Et du coup, soit t'as plus les fonds, soit en fait, t'as tout essayé et tu te rends compte que non, il n'y avait pas d'opportunité et que tu t'es planté en fait. Ok, top, Et ça merci. arrive. Mais du coup, tu vois, faut se mettre en question assez souvent pour se poser ce genre de questions et tirer les conclusions. Ouais, j'en profite pour te poser une autre question. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat. Donc, est-ce que tu penses que tu as déjà reproduit deux fois la même erreur, ou est-ce que vraiment tu te dis, j'apprends systématiquement de mes erreurs et donc l'erreur que Mm. j'ai fait dans la boîte 1, je ne l'ai pas refaite? Ou est-ce que tu te dis, deux fois la même erreur, ça n'existe pas, c'est à chaque fois des situations uniques et donc c'est pas vraiment la même erreur, en fait, vu que le Toutes les contexte. situations sont pas uniques, ça c'est évident, puisque tu es rarement avec les mêmes associés, rarement dans le même secteur, rarement avec les mêmes clients.
Donc, les situations sont vraiment toujours uniques. Par contre, ouais, clairement, non, tu peux reproduire la même erreur sans souci 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ouais, je pense l'avoir fait. Si je devais réfléchir, bah, déjà conflit entre associés, donc savoir bien s'associer. Ça va avec, tu as parlé du pacte d'actionnaire tout à l'heure. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça va un peu avec cette notion de poser les modalités d'association très tôt et très bien. Donc oui, j'ai fait 2 fois cette erreur. Euh, donc sur la première entreprise, donc, on était tous assez jeunes. On n'avait pas posé clairement les rôles, qui était en charge de quoi, comment on allait gérer ce genre de problématiques et de difficultés, combien de temps on allait mettre chacun, combien de temps on allait consacrer chacun au projet et pour combien de temps, dans quelle durée. Euh, et ça, je le reproduis, tu vois. Et donc, pas de pacte actionnaire, des choses un peu pas forcément évoquées et posées sur le papier. Donc, du coup, sur une autre boîte, ouais, je l'ai refaite sur Capblock. J'ai eu cette problématique de conflit entre actionnaires, voilà, de pas avoir clairement posé les rôles, posé les choses. Et voilà, les mésententes, elles arrivent assez rapidement même avec tes meilleurs amis, parce que du coup, avec Capblock, c'était mon meilleur ami. C'est des choses, même avec des gens avec qui tu t'entends très bien, euh, et avec qui tu pensais que ça allait pas bien se passer, bah, ça reste de la communication, du management, des relations humaines. Et donc, ça demande plein de choses. Ça demande des soft skills, ça demande de la remise en question, ça demande de poser les choses, de la transparence, de la clarté. Ouais, ça, tu vois, j'ai reproduit ce truc-là plusieurs fois. Là, je pense être arrivé à un stade où je fais plus cette erreur. Donc, j'ai envie de dire que j'apprends, puisque maintenant, tu vois, plus j'ai avancé, plus j'ai posé le cadre, les rôles, le contexte, j'ai fait un pacte d'associés, et ça se passe quand même très bien. Bon, après, j'ai plein d'autres exemples, mais non, tu peux reproduire plusieurs erreurs. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense que les apprentissages, ils sont pas immédiats. C'est vraiment longtemps après que si je devais citer Steve Jobs, que tu connectes les points, que tu te rends compte, ah ouais, en fait, là, j'avais fait ça comme ça, et dans le contexte de ce que je suis en train de vivre maintenant, eh ben, je ne veux pas refaire ça. Il faut que je réagisse, puisque, tu vois, mon exemple, j'en ai donné plein, les associés, le produit, le marché, lever des fonds et tout. Et tiens, ça me fait penser à cette situation que j'ai vécue, mais tu vois, c'est quand tu vas te coucher le soir, ou quand tu fais une balade dans le parc, ou quand tu te poses un petit peu, et où tu te dis, en fait, là, je suis en train de vivre ça. Et ben, vu que je l'ai déjà fait comme ça et que ça avait foiré, peut-être qu'il faut que je me reprenne assez rapidement et que j'en parle et que j'agisse de telle manière. Donc non, c'est plutôt avec le recul, et souvent longtemps après. Ok, ok, super, merci. Donc Alex qui dit, je trouve ça très courageux de parler de ses échecs face à une audience, surtout en France où ça reste tabou. Ouais, concrètement, c'est tabou. Moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, de là où je suis, que la parole se libère un peu. Donc c'est ce que je disais, le LinkedIn Strass et Paillettes, il commence un peu à s'estomper. On commence à avoir des vrais retours d'expérience, des vrais entrepreneurs qui osent et qui partagent leurs échecs. J'en connais dans l'assemblée qui l'ont fait de manière très courageuse, et enfin, je trouve ça vraiment impressionnant et respectable. Donc je trouve ça vraiment cool. Ça fait avancer l'entrepreneuriat en France, mais ça reste un peu tabou. Euh, et contrairement aux anglo-saxons, oui. En fait, ce qui m'a marqué, je voulais en parler pendant cette présentation, c'est un des voyages que j'ai fait à San Francisco. Donc, contexte, je devais pitcher Facebook pour Daniel, et je vais 2 semaines avant à San Francisco pour un peu m'imprégner de l'écosystème entrepreneurial américain et de voir un peu comment ils font, même si tu sais, on voit plein de vidéos, on voit plein de choses dans la presse, on imagine un peu comment ils font là-bas. Et je me suis dit, je vais aller le vivre pour de vrai. Donc, j'ai été voir des startups dans des incubateurs et tout. Et un jour, je vais à un meet-up chez School Lab à San Francisco, et je vois des étudiants qui pitchent. Ils pitchent devant, là-bas, c'est impressionnant. Même si tu es étudiant et que tu es là au détour d'un truc, tu bois un cocktail, ils te font pitcher. Et il y avait des gros investisseurs, vraiment des fonds assez balèzes, des business angels qui mettaient des tickets à 500 000 sans souci, et d'autres start-upers, donc un écosystème vraiment bouillant. Et donc, tu as des étudiants qui pitchent et qui t'expliquent comme ça, de but en blanc, écoute, moi, je me suis dit que donc c'était à l'époque un peu, juste peut-être avant ou pendant le début de la vague Uber Eats, sur la livraison des repas à domicile et tout. Et donc, il y a un étudiant qui arrive et commence à pitcher son truc. Moi, je pense que ça va grave marcher. Uber Eats, ils font ça marche super. Mais il y a un problème, c'est que donc, le gars, il t'explique en 3 slides super moches qu'il y a un super problème aux US qui n'a pas été identifié par ces gros acteurs et qui ne le sera pas avant au moins 2, 3 ans. Et en fait, il ne s'arrête pas là. Il te dit, écoute, il te montre des photos dans son deck tout moche. Il te montre des photos de lui dans la rue avec un espèce de petit chariot roulant avec des trucs qu'il a préparés. Il dit, voilà, moi, j'ai préparé 300 hot dogs. J'ai fait une communication sur le LinkedIn de l'école. Et j'ai réussi à vendre 300 machins, 300 hot dogs à 2,50 $. Ça m'a coûté 1 $. Et donc, du coup, j'avais une rentable de temps, et je pense que ça, on peut le reproduire. Le modèle, il est réplicable. Donc, j'ai gagné de temps sur la journée. Et ça, je suis sûr que c'est réplicable à telle échelle.
Et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout l'approche. Et tu vois, il te dit, tu vois, là, j'ai gagné tant, mais si je me plante, bah, c'est pas grave. En fait, je sais qu'on pourra réagir comme ça. Et tu vois, tu te prends une claque parce que tu te dis, ouais, c'est pas du tout la vision et la manière dont on exprime les choses en France dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est plutôt c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais la méthode française, c'est un peu business plan, étude de marché, on regarde, on attend, on vérifiera plus tard, on ira se lancer plus tard. Et là, tu es face à des étudiants dès le début qui apprennent, pas dès leur plus jeune âge, les gars, ils avaient 17-18 ans, et qui te disent dès le début, non mais moi j'ai ça, j'ai senti cette opportunité de marché, je l'ai testé, la renta elle est de temps, en fait, voilà les chiffres, et je suis sûr que ça va marcher. Et du coup, je suis revenu, et en fait, la manière de pitcher, euh, elle a complètement changé, tu vois. Je me suis vraiment inspiré de cette méthodologie. Donc, ouais, concrètement, euh, la manière anglo-saxonne, c'est beaucoup plus dans l'exécution plutôt que dans la planification. On va tester une norme très rapidement et si on se plante, bah, c'est pas grave. C'est vraiment la philosophie Lean Startup. Si tu te plantes, c'est pas grave. C'est ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. En fait, soit tu auras démontré que bah, c'est bien, tu n'as pas perdu 5 ans de ta vie parce qu'en fait, ça n'allait pas marcher, donc c'est super. Soit tu as vraiment essayé, tu t'es vraiment planté, auquel cas, c'est pas grave. De toute façon, tu as appris des choses. Est-il plus difficile de créer une entreprise solo fondateur qu'avec des associés? Bah, c'est la question un peu de 2023. Euh, Avant, les VC, ils n'investissaient pas dans des boîtes qui avaient qu'un seul fondateur. C'était une évidence, c'était un red flag gigantesque. Aujourd'hui, moi, je vois, donc, je travaille beaucoup avec Super Capital qui investit, je crois que c'est le deuxième ou troisième plus gros investisseur qui met plus de tickets en France, il y en a 40 par an, je crois. Et je les vois de plus en plus traiter des dossiers avec des solo founders. Parce que on est à une époque où c'est un peu moins dur de lancer des produits et de tester ses idées. La renta, elle est très bonne quand tu as un seul fondateur, pas encore levé des fonds et pas d'employés. Et ça marche souvent très bien. Les exemples que je vous ai montrés, les deux gars là, Marc Lou et Peters, euh, sont la preuve vivante. Et, tu vois, il y a toute une communauté hein, sur Twitter. Je vous invite à suivre ces gens-là. C'était assez passionnant et ça prouve en fait que ouais, ça marche. Donc, donc déjà ça marche. Est-ce que c'est plus difficile? Bah, je pense que ça dépend de tes compétences initiales. Si tu es en capacité de tout gérer de front, l'entreprise, la finance, enfin, tout ce qui va être l'aspect vente, marketing et le produit, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que j'irai plus vite à deux que tout seul? C'est vraiment un vrai arbitrage à faire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu es capable de faire et de sortir. Merci pour ton retour. Et à l'événement BioBoss, cette question elle avait été posée parce qu'il y avait un peu tout et notamment ce qui était ressorti, c'était face aux investisseurs. Que Ouais. le solo entrepreneur, bah, ça faisait peur, mais ça dépendait de la dynamique de la personne. Que Ouais, ça bah moi je remontait vois tellement. les investisseurs investir dans des projets sans sourciller maintenant, pas de souci. Et même, j'ai envie de presque te dire que c'est devenu presque sexy. Ils trouvent ça super intéressant. Bah, c'est en fait, si je fais une parenthèse un peu comment résonne un fonds d'investissement ou un investisseur en général, il va chercher non pas un projet dans lequel investir, il va chercher de vivre l'entrepreneuriat par procuration et au passage de faire un multiple sur son investissement. Mais ce qu'il va rechercher, en fait, ce qui va être vraiment le différenciant, si je vous invite à écouter le podcast Le Pitch par Shareable, le petit moment auto-promo, et vous allez voir que c'est une composante, un sujet qui revient dans tous les épisodes. Ce qui va intéresser un investisseur, c'est la personne. C'est Mhm. avec qui je vais m'associer, quel est le profil de ce gars-là ou de cette équipe, parce qu'en fait, c'est ça qui va être important, et à quel point il est capable d'exécuter vite et d'exécuter contre tout le marché. Est-ce qu'il va le faire beaucoup mieux que les autres? Et en fait, les seuls entrepreneurs qui cartonnent, qui réussissent, bah, c'est super pour un investisseur, parce qu'en fait, tu vois tout de suite qu'à lui tout seul, le gars, il n'a pas menti, il a exécuté, quoi. Il a su faire, et donc du coup, il trouve ça sexy en ce moment. Mais c'est dur, mais c'est super dur d'être solo entrepreneur. Mais pareil, la notoriété, bah, moi je me lance dans l'entrepreneuriat et il y avait une masterclass qui justement expliquait que la notoriété, ça se travaille en publiant, en allant dans des événements et en se montrant en fait. Ouais, après, je décorrèlerais quand même solo entrepreneuriat et notoriété. Si tu es un peu connu, donc je vois, c'est l'exemple de ces deux personnes que je vous ai montré sur Twitter, ça aide, puisque ça va t'aider pour tes premières ventes. Tu as déjà une audience de base que tu as établie, qui te connaît, qui te reconnaît. Donc ça aide, mais c'est quand même deux sujets différents. T'as vraiment le fait d'être solo entrepreneur, donc de choisir de ne pas s'associer, de ne pas être une équipe pour entreprendre Oui, exact. avec toutes ces contraintes et tous ces avantages si tu réussis. Et la notoriété, qui est un des sujets vraiment importants quand tu veux te lancer. Donc, ça fait vraiment partie prenante de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ce que j'essaie de vous donner en conseil. Il faut très rapidement bosser ce sujet de notoriété, être vu, reconnu sur ton secteur, créer ta communauté et tout. Et donc, tout ça aide quand tu as les deux, mais c'est comme deux sujets un peu différents.
Oui, Alice, il est très bien. Ce livre From Zero to One, tout à fait. Patrick, question. J'ai l'impression que depuis quelques mois, les investisseurs veulent un retour sur investissement le plus rapide possible. Ils ne laissent plus le temps de pivoter si c'est nécessaire. Comment on fait pour faire avancer sa startup? Euh, je ne sais pas s'ils veulent un ROI plus rapide. Ils veulent de la sécurité, ce qui est un peu curieux quand tu investis en startup, euh, puisque tu es plutôt censé avoir une, une acceptation du risque importante, mais ils veulent investir dans le risqué, mais le plus sécurisé possible. C'est plutôt ça le sujet de 2023 et qui aura aussi en 2024, c'est que l'argent coûte cher. Et pour les séduire, il faut vraiment sortir du lot. Et donc, tu as deux choix. C'est pas tellement proposer le ROI le plus rapide, je trouve que c'est un non-sens en startup, mais c'est plutôt soit te démarquer parce que ton positionnement ou tes propres compétences font que toi, tu vas réussir un truc que personne ne réussira, soit réussir à prouver que ton modèle d'affaires il sera rentable et que la croissance elle sera suffisamment soutenue pour que ce soit effectivement un ROI intéressant. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une notion de ROI plus rapide. Par contre, est-ce qu'il laisse le temps de pivoter si nécessaire? Alors, ça dépend quel type d'investisseur. Si c'est du friends and family, bah, à toi d'avoir une communication assez claire avec tes amis, ta famille et tout, savoir où en est ton projet. Et dans ces cas-là, c'est à toi de t'arranger avec eux. Quand c'est des angel investisseurs, souvent, ils mettent pas que de l'argent, ils mettent beaucoup de conseils. Et c'est souvent des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, donc ils ont une capacité de, bah, déjà de t'accompagner, de t'aider, mais aussi d'accepter que tu pivotes. Et si on passe au dernier stade, les fonds d'investissement, bah, ça dépend quel fonds d'investissement, ça dépend comment ils t'accompagnent et quelle est leur manière de travailler. Je dirais pas que c'est plus dur de pivoter quand c'est nécessaire, mais après, faut faire face à la réalité des chiffres, tu vois, faut être assez factuel. Euh, si ton truc, il a pas une traction suffisante, ça me paraît évident qu'ils vont comprendre et t'accompagner pour pivoter. Le tout, en fait, le sujet, c'est plutôt la communication, en fait, c'est plutôt comment on fait pour communiquer avec ces investisseurs, parce qu'en fait, le nerf de la guerre, il est là quand tu as levé des fonds. C'est être capable de donner des nouvelles, d'expliquer où est-ce que tu en es, sur quoi tu butes, pour qu'ils puissent t'aider s'ils peuvent, et s'ils peuvent pas, qu'ils puissent comprendre, et tu vois, et t'épauler, et vraiment comprendre un peu les actions que tu vas mener. C'est vraiment ça le plus important. La question sur le MVP. Alors attends, je remonte. Pour un projet application de Chris, quels sont les critères pour savoir s'il faut privilégier un plugin, une version bêta ou un MVP? Bah, par rapport aux forces que tu as dans ton équipe, combien de temps ça va te prendre? En gros, c'est un investissement de temps en fait. Il faut considérer le temps comme une ressource. C'est assez logique puisque tu vas avoir besoin de te payer rapidement ou si t'as des investisseurs, tu vas avoir besoin de leur donner des résultats rapidement. Donc, ça dépend de ta ressource temps. J'ai envie de dire, il faut que tu ailles le plus vite possible tout le temps. Donc, est-ce qu'il faut un plugin, une version bêta ou un MVP? Ça dépend de ton projet. Mais souvent, tout peut être résumé à une fonctionnalité. C'est ça le conseil. Après la forme, que ce soit un plugin, une bêta ou un MVP, tu peux l'appeler comme tu veux. Il faut résumer l'essence même de la valeur ajoutée de ton produit à une feature. Genre, c'est cette feature, c'est ce truc-là que les gens seront prêts à payer. Et ça, tu évalues combien de temps ça va te prendre pour le faire. Si ça prend, alors à mon avis, plus de 1, 2 mois, réduis le scope ou alors ne le fais pas et va d'abord parler à tes clients. Si ça prend moins, ça se discute dans ces cas-là. Euh, Tu vas voir tes clients d'abord, tes prospects, ton public, tu leur en parles. S'ils comprennent pas bien ce que c'est sans l'avoir vu, ou si vraiment c'est bloquant de ne pas avoir un MVP, enfin, quelque chose de démontrable, alors tu le fais. Tu vois, c'est vraiment juste un arbitrage à chaque fois, hein. C'est si, alors. Donc voilà, prends en compte la ressource temps que tu as, temps que ça prend à faire et à quel point ça va être bloquant ou pas pour toi. Et c'est encore des questions. Et au revoir à ceux qui nous quittent du coup. On prend la dernière question du coup de Yvan. Je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai récemment créé une SARL, plus précisément une ESN. J'avoue que c'est pas facile puisqu'il était contact. Quel conseil pourrais-tu me donner pour réussir? Il faut t'entourer. Surtout si c'est ta première entreprise. Bah, le cauchemar administratif du primo-entrepreneur, c'est une vraie réalité. Tu dois faire face à plein de trucs en même temps. Bonjour l'URSSAF, bonjour les impôts, bonjour le comptable, cybersécu, ouais, j'avoue que c'est un gros sujet, l'informatique, euh, toutes
1, 2, 3, 4. Toutes les problématiques RH, j'ai ri à la blague de Patrick, toutes les problématiques RH, surtout si tu es une ESN, bah, le conseil numéro un, c'est entoure-toi. Tu as premièrement des réseaux d'entrepreneurs avec qui échanger. Donc, tu as divers groupes Slack. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tu as France Digital. Faudrait regarder, mais tu as quelques groupes Slack ou quelques groupes LinkedIn ou Facebook. C'était plutôt sur Facebook pour échanger sur ces problématiques déjà. Et ensuite, bah, bien t'entourer. Fiscalité, bah, il te faut un avocat fiscaliste. Comptable, il te faut un bon comptable avec qui tu peux communiquer et voilà, échanger avec d'autres entrepreneurs sur ces problématiques. En fait, on est tous passés par là. On a tous les mêmes courriers de l'URSSAF, des impôts et toutes les mêmes galères à recruter. Donc, en fait, il faut être capable d'en parler. Et en fait, tu as ceux qui ont déjà eu ces problèmes-là ou ces sujets-là qui vont te faire gagner du temps et qui sont en général assez contents de t'aider. Est-ce que je suis pas tout riz? Pure question. Je suis plutôt sucré en fait. Voilà, c'est tout pour du coup cette intervention. Merci à tous. Merci pour vos questions. Et je vous ai pas mis mon mail, mais je vous le donne dans le chat. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger, si vous avez une entreprise et que vous levez des fonds, je ne sais pas, peu importe, je vous le mets dans le chat ici. Je serais ravi d'échanger avec vous. Est-ce que Laura, tu as un mot de la fin? Oui, j'étais en train d'envoyer la page LinkedIn sur le chat. Merci déjà, Joseph, c'était très Avec intéressant. plaisir. Vraiment le sujet, l'angle, l'expertise et aussi le détail. Mais je tiens à préciser à toutes les participants que on va organiser plusieurs autres événements comme celui-ci, notamment sur l'angle de l'entrepreneuriat, donc aussi des executive skills, donc qui prennent la forme de masterclass ou de talks. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn pour pouvoir profiter de plein d'autres conférences comme ça. Voilà. Et merci à tous d'être venus. C'est sympa. Voilà. Merci à tout le monde. Ah oui, si tout le monde peut mettre sa caméra, moi j'aimerais beaucoup faire une photo, un screenshot pour les réseaux sociaux. Voilà, pour ceux qui ont envie. Merci Christopher, merci Alexandre. Hop. Ah, on a Motion. Bon, je donne quelques secondes pour voir tous ceux qui veulent la mettre là. Ok. 1, 2, 3. Romain, tu buvais ton café, je suis désolée, je stresse, je reprends.